C'est dramatique ce qu'on a fait dans l'environnement. Non. Donc déjà, La meilleure source de sucre, ce sont les fruits. et on leur donne tous nos déchets. Ah, moi, rien que la vue, c'est compliqué. Bon, Tu peux développer, mais un tout petit peu, Marion. Est-ce que le véganisme, c'est bon pour la santé? déjà, la France, pays de terroir, ça n'existait pas. Avec la rapidité des turnovers, des startups, des aliments ultra transformés et une terre qui est en train de mourir. Bonjour Marion, merci de Bonjour, m'accueillir Guillaume. dans tes locaux du Télégraphe. C'est juste magnifique ici. Je suis très content d'être là. On s'était rencontrés, je sais plus, il y a 4 ans, non? Il y a 5 ans, ouais, 5 ans, en il y a 2020. 5 ans. C'est Au ça. moment du Covid et compagnie à Montpellier, Ouais, avec Interpoli. absolument. Et moi, je connaissais déjà beaucoup ce que tu proposais. J'ai fait une d'accord. école de naturopathie et je m'intéressais à ce moment-là à tous les sujets parce qu'on suit la nutrition qui évolue grandement d'année en année. Et notamment, c'était un de mes premiers achats conséquents en tant que jeune homme. À 17 ans, où je me suis acheté donc un Vitaliseur pour partir vivre seul. Donc c'était super. Ah, d'accord. Et j'ai toujours le Vitaliseur. T'avais le petit Robinson, c'est ça? J'ai aussi acheté le petit Robinson quand il est sorti parce que c'était le moment où je partais au Japon. Et je voulais un cuit-vapeur pour cuire une patate douce, notamment au Japon. Et tu sais pourquoi je l'appelais le petit Robinson? Je vais te le Tu dire. vas me dire, voilà. J'ai appelé le petit Robinson parce que il est petit déjà, Ouais. il est pour une personne seule, 2 maxi. Et je m'étais dit, si jamais je devais avoir un seul objet à emporter sur une île déserte, ce serait quoi? Eh ben moi, ce serait le Vitaliseur. Et donc, je l'appelais le petit Robinson en pensant à Robinson Crusoe. Ouais. Écoute, moi, ça a été mon vendredi. Pas mal, pas mal. Voilà. Et du coup, pour les gens qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement, expliquer ton parcours? Tu es une grande autodidacte de la santé. Oui, Pas que, pas que. parce que je te laisse Pas que. expliquer tout ça. Alors, on va dire, sur le plan des études, je suis naturopathe fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait aussi un cursus de micronutrition Ouais. pour aller plus loin dans la compréhension de notre métabolisme. Mais à côté de ça, comme j'ai eu plein de problèmes de santé très jeune, j'ai fait plein d'autres écoles. J'ai fait homéopathie, 2 écoles d'homéo, les unicistes et les pluralistes. Mais j'ai fait aussi pas mal d'écoles d'énergétique, mais aussi de la PNL, mais aussi Lise Bourbeau qui écoute ton corps parce que c'est pas le tout de bien manger. Si tu es stressé par un stress familial ou pécuniaire ou avec un patron, avec des frères et sœurs ou des enfants, même si tu manges bien, tu vas aller mal. Absolument. Hein? Donc, faut tout régler. On est des êtres Ouais. de conscience. Ouais. On est des êtres. Si on a de conscience, c'est bien pour quelque chose. Et donc, tout ce parcours, je dirais, je l'ai fait pour moi au départ. Et j'ai travaillé d'ailleurs, j'étais journaliste, j'ai fait plein de choses à côté. Et puis un jour, j'ai rencontré André Coquart, qui était ingénieur chimiste, qui a mis au point le premier Vitaliseur. D'accord. Et ça a été un eureka pour moi. Parce que on te dit quoi manger, mais on te dit pas comment le transformer. Absolument. Et aujourd'hui, avec toutes les techniques de cuisson, que ce soit les poêles avec des revêtements plein de PFAS, l'aluminium, les grilles, les grillades qui contiennent beaucoup de goudron cancérigène. Comme j'avais un foie qui détoxifiait mal, je me suis préoccupée de cette cuisson. Parce que la cuisson est importante pour attendrir la fibre, attendrir la cellulose, pour permettre à notre microbiote de mieux utiliser les éléments avec les vitamines, les minéraux qui vont être plus biodisponibles une fois cuits. Contrairement à ce que beaucoup de, je dirais, dogmes veulent nous faire croire que le cru c'est génial. Oui, ça peut être bien un petit peu, mais de se nourrir que de ça, non. Moi, si je mange comme ça, j'explose. Je ballonne, j'ai des problèmes de transit. Donc ça a toujours été une préoccupation. Et quand j'ai rencontré André Coquart, qui avait un restaurant avec un cuisinier, et que j'ai mangé chez lui, j'avais pas la barre après le repas, je dis, mais attends, il y a un truc là, c'est quoi? Et il faut que tu comprennes, t'étais pas né, c'était dans les années 80. Et dans les années 80, t'avais la cocotte minute, t'avais le couscoussier en aluminium, petit trou, couvercle plat pour que l'eau retombe sur la semoule pour l'hydrater, mais la cuisine douce à la vapeur, ça n'existait pas. Ouais. On a été des pionniers. Et notre société, d'ailleurs, en 2025, a fêté ses 40 ans. 40 ans. 40 ans aujourd'hui,
avec la rapidité des turnovers, des startups et compagnie, c'est costaud. Hein. C'est costaud, ouais. Et j'irais tous ceux comme toi qui l'ont d'ailleurs, le conseil aux autres. Et vous êtes nos meilleurs revendeurs parce que nous, on le vend que par Internet. Et tous les gens qui l'ont disent, mais attends, c'est comme tu sais, le paquet de lessive. Ah non, moi je le garde. Tu veux que je t'en donne? Non, je le garde. Je te donne 2 cuves vapeur. Non, moi je garde mon vitaliseur. Ouais. Mais parce que c'est un produit aussi qui s'ancre dans un besoin réel. Ah oui. Et donc du coup, ça c'est immuable parce que comme tu le rappelles souvent en nutrition, notre organisme, il n'a pas tant évolué que ça. Nos modes de vie. Notre organisme n'a pas évolué. Oui. Nous sommes toujours dans un corps paléolithique. Ça, vous savez, on nous noie de dogmes, de sectes, même alimentaires, avec du détox à fond la caisse et compagnie. Réfléchissons. Nous sommes toujours, depuis des milliards d'années, dans des corps paléolithiques. On a quelques centaines de millions d'années de recul, où on a trouvé des ossements, donc on sait qu'on a quelques centaines de millions d'années de vie et de survie, dans des moments où il y avait des époques glaciaires, où il n'y avait rien à bouffer, où il y avait, même si on chassait, il n'y avait pas d'animaux, donc on devait jeûner, parce que on ne le faisait pas obligatoirement, on le faisait plus de survie que de vie au final. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc on s'est mis à chercher les tubercules. Et c'est là, et tu m'invites, où le champignon est un produit totalement génial. Parce que le champignon, dans cette ère paléolithique, n'était pas contaminé par tous les polluants qu'on a fait aujourd'hui. Et toi, je sais que tu fais attention à ça. Mais c'est bourré de protéines. Il y a de la chitine, qui est une fibre, bien sûr insoluble, mais qui permet de nourrir ton microbiote. Il est très peu glucidique, il n'y a quasiment pas de glucides. Donc, il est adaptable à toutes sortes d'alimentations. Moi, je le cuis à la vapeur parce que c'est vrai que le champignon est quand même meilleur cuit. Et je sais qu'aujourd'hui, il peut être contaminé de métaux lourds ou il ramasse tout ce qu'il a dans l'environnement. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais pour avoir des champignons nickel. C'est vrai que c'est un problème au niveau des champignons, notamment parce que en France, on peut estampiller un produit Made in France à condition qu'il ait subi une transformation suffisante en France. Et le problème, c'est qu'on peut du coup avoir du substrat qui vient par exemple de Chine où il est pas cher, avec du mycélium inoculé en Chine, dans des conditions absolument opaques. On fait simplement fructifier le champignon en France et on peut avoir un champignon qui est Made in France. D'accord. Il y a aussi beaucoup de problèmes de traçabilité dans le champignon. Moi, j'ai un ami et mentor, Guillaume Essartier, qui me disait qu'il y avait un industriel du surgelé qui l'a contacté en lui disant voilà, ça c'est les cèpes de Bordeaux, les girolles, etc. qu'on a cueillis en Europe de l'Est ou ailleurs en Chine. Est-ce que vous pouvez me certifier que c'est du cèpe de Bordeaux? En fait, il a regardé, il y avait plein de bolets, des champignons à tubes, mais du cèpe de Bordeaux, il n'y en avait pas. Ah oui. Et c'est ça qu'on retrouve potentiellement dans nos sacs de surgelés, les mélanges forestiers, etc. Heureusement, aujourd'hui, le monde du champignon, il y a beaucoup plus de cultures et donc du coup, on a des mélanges forestiers qui vont plus vers des espèces qui sont cultivées. Mais là encore, il y a un problème du coup de traçabilité. Oui. Et donc, c'est hyper important, effectivement, d'aller vers des marques qui savent ce qu'elles font. Et donc, toi, tu as recherché les gens qui n'avaient aucun contaminant de métaux, de pesticides et compagnie. Donc, nous, on travaille avec des amis qui sont en Allemagne et qui font la culture de champignons en Allemagne. Donc, on a toute la traçabilité et on sait même ensuite ce que devient le substrat. Parce que ce qu'on cherche à défendre avec notre marque qui s'appelle ProVivant, c'est le sol fondamentalement. Oui, parce que sûr. Pour moi, ma conclusion de toutes ces années de recherche, c'est que globalement, on a deux types d'agriculture, l'agriculture qui dégrade et l'agriculture qui agrade, c'est-à-dire régénère le sol. Et la différence fondamentale, c'est est-ce qu'on prend en compte ou pas l'activité des champignons dans le sol pour créer des végétaux qui sont sains et tout ce qui en découle avec, puisque des végétaux sains, c'est notre santé qui en découle également, ou la santé des animaux qu'on va consommer par après. Et c'est pour ça en fait que ProVivant, le logo, c'est un champignon, c'est parce qu'on commercialise des champignons, mais aussi et surtout parce que pour moi, la différence fondamentale entre une agriculture qui prend soin de la terre, qui prend soin des hommes, c'est est-ce que oui ou non on considère l'activité du champignon. Et quand on va comprendre que la terre d'où on vient va ensemencer notre terre intérieure, c'est-à-dire notre microbiote, qui est fait comme la terre et la mer.
de parasites, de champignons, de levures, de bactéries bien entendu. Et on a perdu depuis 200 ans, mais surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, des continents de bactéries. Ouais. Et ces continents de bactéries fait qu'on était capable d'assimiler et de stopper des toxiques, comme les oxalates. Ouais. Donc, on pouvait le faire parce que notre microbiote était capable de le faire. Qu'aujourd'hui, avec une antibiothérapie à outrance, avant l'âge de 3 ans, des aliments ultra transformés et une terre qui est en train de mourir. Et ça, c'est le Bourguignon le dit, Bourguignon le dit, tout le monde le dit. On a dévasté nos sols et pourtant, c'est grâce à nos sols qu'il y a des endobiotes, il y a plein de micro-organismes dont notre microbiote a besoin, qu'on n'a plus. Tellement. Et c'est là où je suis contente de faire cet échange avec toi, parce que moi je sais qu'à l'époque, j'avais connu un nommé Yann Pollack qui nous avait, il était ostéopathe mais il s'intéressait à la nutrition et il avait mis au point, mais il doit être mort depuis, c'était il y a très longtemps, des myélites, parce que Hippocrate mélangeait certaines épices pour activer ce qu'on appelle les humeurs. Les humeurs, c'est le chaud, le froid, l'humide, le sec, etc. Et en fonction des pathologies qu'on a, on va plutôt prendre tel type d'épices parce que on sait que le végétal est thérapeutique quand il est en dose infinitésimale. Et c'est là où c'est génial ce que tu fais, parce que tu mets l'action thérapeutique des champignons qui est réelle. Vous avez bien vu, une amanite phalloïde, ça peut te tuer. Donc on sait qu'on va choisir des champignons qui vont avoir cette action en juste dose de façon thérapeutique pour ton cerveau, ton nerf vague, pour ton immunité, ton inflammation, etc. Et si tu prends le champignon qui a un effet thérapeutique toxique, parce que les champignons, ils se défendent eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les mange non plus. Donc, ils émettent des toxiques pour pas que tu les manges, les amanites, phalloïdes, etc. Donc, on sait, nous, humains, depuis des millénaires, que celui-là, ben, il te tue. Et celui-là, tiens, il te fait réfléchir mieux. Celui-là, il lutte contre tes problèmes inflammatoires. Celui-là, quand tu as un virus, ben, il t'aide au niveau de ton système immunitaire. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et ce qu'on appelle les myélites. Donc toi, tu as eu l'intelligence de mêler du champignon que tu réduis en poudre, je suppose. Absolument. Que tu sèches à moins de 40 degrés. Ouais. Et tu les mets dans un miel de qualité. Français. Donc tu choisis quoi comme miel? Alors c'est du miel de luzerne. C'est un miel pour les sportifs avec beaucoup d'oligo-éléments. Et c'est un miel qui est assez neutre en goût, ce qui nous permet de développer des recettes aussi qui sont gustativement intéressantes, parce que ce qui bloque les gens souvent, c'est le goût du champignon. Ouais, moi je trouve que c'est bon le goût du champignon, mais bon. Ouais. Au quotidien, il y a des gens qui ont un peu de mal. Mais alors, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au microbiote, je voudrais te faire une proposition ou te présenter un concept, concept japonais, et tu pourras y réagir. Au Japon, il y a une tendance qui s'intensifie en termes de nutrition. On sait que le Japon, globalement, c'est le seul pays développé qui a réussi à devenir riche sans devenir obèse. Le lactofermenté, non? Alors, le lactofermenté, etc., par différents procédés. Le natto. Et... j'adore, moi, le natto. T'adores le natto? Moi, rien que la vue, c'est compliqué, le natto. Et donc, au Japon, il y a une tendance culinaire et surtout, comme ça, diététique, qu'on appelle le kinkatsu. Et c'est le fait de consommer activement, justement, des microbes, des bactéries. Des bactéries. Mais en fait, kin, en japonais, ça regroupe à la fois tous les micro-organismes. Voilà. D'accord. Et comme le champignon, dans sa phase de mycélium, est un micro-organisme, puisqu'il est globalement invisible à l'œil nu, le fait de manger des champignons rentre complètement dans ce kinkatsu. Donc, on va manger des produits laitiers crus, mais fermentés. Fermentés, bien sûr. Fermentés, toujours. Voilà. Ouais. On va manger du natto. Et les produits laitiers viennent d'où? Alors, au Japon, les produits laitiers, il y en a beaucoup à Hokkaido, l'île au nord, parce que c'est là où on a des pâtures, de l'herbe. Ils ont des vaches en pâturage? Ils ont des vaches en pâturage à Hokkaido. Après, il y en a un peu moins dans le reste de l'archipel. Il y en a un petit peu quand on monte en altitude. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de produits laitiers. Moi, j'y suis allée en 89. Ça n'existait pas. Ouais. Alors, au Japon, je ne connais pas. Alors, moi, j'ai été à Fukushima. La préfecture de Fukushima. Ça va, t'es pas irradié? Non, c'est une très très belle préfecture et j'étais dans les terres. Ouais. Et j'étais dans la famille d'une amie et son père me disait que donc lui il est originaire de la préfecture. Ils ont grandi dans les années 60-70 et sa mère est originaire de Tokyo
Et il me disait que dans ces années-là, en fait, à Tokyo, ils avaient déjà une certaine richesse avec le goûter à la cantine. C'était justement un petit gâteau, du lait, etc. Et à Fukushima, en fait, ils étaient encore sur le Japon très traditionnel, avec très peu de produits carnés, beaucoup de produits végétaux et du coup, beaucoup de produits fermentés en fait. Mais du poisson aussi, quoi. Les Japonais sont connus pour le poisson. Alors Fukushima, là, c'est dans les terres, donc il y avait un peu de poisson effectivement, mais c'était pas. Mais ils mangent quand même des protéines. Ils mangent quand même des protéines. Les œufs de 100 ans, c'est pas chez eux? Non, c'est pas chez eux. C'est en Chine, ça. C'est pas chez eux. Et donc du coup, alors, on revient sur le fameux Kinkatsu, et donc il est dit au Japon que cette pratique pourrait éliminer 90% des maladies de notre civilisation. Et moi, je mets ça en corrélation avec une étude que j'ai lue et que je pense que tu as les mêmes ordres de grandeur. On a 23 000 gènes dans nos cellules et on a l'équivalent de 3,3 millions de gènes dans notre microbiote, notre flore intestinale. Donc ça veut dire que presque plus de 90% de ce qui compose un être humain, c'est pas issu de nos propres cellules, c'est issu de l'activité des micro-organismes. Et justement, ce microbiote, c'est lui qui cuisine pour nous. C'est lui qui dit ça je prends pas, ça tac, ça je le mets dans tel circuit, et tout ce circuit-là après passe par le foie. D'où l'importance d'avoir un foie, on va dire actif, qui ne soit pas encombré de graisse. Et aujourd'hui, la grosse problématique, c'est que les gens mangent beaucoup trop d'aliments ultra transformés parce que ça envahit toutes les boutiques et beaucoup trop de glucides. C'est-à-dire le sucre raffiné n'existe que depuis 200-250 ans, mais surtout depuis un peu moins d'une centaine d'années. Et notre corps paléolithique, lui, il faut comprendre une chose, c'est que on vit notre vie, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, c'est vivre avec une cuillère à café de glucose libre dans le sang. 5 grammes. 5 grammes. Hop, ça circule, glucose libre, parce que j'ai besoin de glucose. Mais je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai besoin de 5 grammes. Et dans mon cerveau, j'ai besoin de 2,5 grammes. Tout va bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est une machine hybride. Quand on n'a rien à manger, on fait quoi si on n'a pas d'apport de glucides ou de lipides? Qu'est-ce qu'on fait? On va jeûner, mais notre corps est tellement extraordinaire. Ah bon, j'ai plus de matière à manger? Eh bien, je vais fabriquer des corps cétoniques avec le gras que j'ai pu accumuler. Donc ça, c'est notre corps paléolithique. Notre corps paléolithique, lui, l'été, il avait du miel, il avait des fruits, dans certaines contrées, parce qu'il y en a d'autres, il n'y avait rien. Mais on a ce goût du sucre, donc le miel, c'est génial, parce que ça fond dans la bouche. Moi, je suis très difficile en miel, et j'en prends plus trop, parce que, voilà, en vieillissant, j'ai une moins bonne capacité de gérer les glucides, mais il l'avait qu'à une époque. Et à l'automne et l'hiver, il n'y avait pas de fruits. Donc le miel était extrêmement précieux. C'est pour ça qu'il était médicinal. Parce que quand tu tombais sur une ruche, déjà, il ne fallait pas te faire bombarder par les abeilles, hein, et il y avait une ruche pour toute la communauté. Donc il devait racler le miel comme ça, et le mettre, je ne sais pas dans quoi il le mettait pour le garder, parce que c'est pas évident à l'époque. Alors apparemment, ils ont interrogé les Ranza, qui est une tribu de chasseurs-cueilleurs en Afrique, qui est encore active, et ils leur demandaient quel est votre aliment préféré. Et en fait, devant la viande, c'était le miel. Bien sûr, parce que ça nourrit ton cerveau tout de suite. Mais comme ils sont minces, bien sûr, parce qu'ils sont actifs, athlétique, il faut de l'exercice physique obligatoire, parce que pour aller chercher l'eau, c'est fatigant, pour faire le feu, c'est fatigant. Tout est demande de l'exercice physique. Donc ils brûlent tout ce qu'ils mangent. Absolument. Et les animaux qu'ils ont sont très précieux parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Mais ils ne se bourrent pas non plus de végétaux. Donc ils mangent, je dirais, de façon très dense, parce que le miel, c'est très dense. Absolument. Les protéines animales, c'est très dense. Et ils mangent du végétaux quand il y en a dans les saisons. Là, on est dans un corps paléolithique. Aujourd'hui, tu as du miel toute l'année, tu as des fruits toute l'année, tu as tout toute l'année, plus des aliments ultra transformés. Donc notre corps qui disait « moi j'ai besoin de mes 5 grammes, pas plus », si tu manges au-delà de ta capacité qui peut être de 20 à 100 grammes selon ton âge, selon ton sport, selon ton activité physique, eh bien
ton insuline, tu sais, cette hormone qui va réguler, parce que trop de sucre dans le sang, ça fait du caramel. Ça bouche, ça fait des AVC, ça fait des maladies cardiovasculaires. Ouh là là, moi j'ai mon quota, donc je vais le mettre dans les cellules. Si tu le brûles, c'est super. Tu fais du sport, tu es sportif, tu es musclé, c'est génial. Parce que tes muscles, c'est un capteur de glucose génial, donc c'est un anti-diabète, tes muscles. Bien sûr. Ouais. Donc si tu le brûles, c'est super. Mais si tu manges et que tu es derrière ton ordi et que tu vas bouffer toute la journée des chips ou des aliments ultra transformés, etc., là, ton sucre dans le sang, il n'a rien à y faire. Ton insuline, une fois que les cellules ont fait le plein, elles disent « moi, je n'aurais pas ton sucre. » là. Donc, il le met dans tes graisses et puis il le met dans ton foie. Et tu finis par un foie gras, surtout avec le fructose. Et c'est là que le bas blesse, parce que tes miels médicinaux doivent être accompagnés d'un mode de vie. D'un mode de vie où on va être en équilibre en fonction de son âge, en fonction de ses dépenses énergétiques, en fonction de son sexe, parce que les femmes ne sont pas comme les hommes. Et au moment d'ailleurs de leur menstruation, elles vont plus ou moins bien capter les glucides, etc. Donc il y a toutes ces nuances qu'on apporte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a pléthore d'aliments. Bien sûr. On a trop. Donc il faut devenir intelligent et paléolithique, avoir un raisonnement. Ils faisaient quoi les anciens ? Tu vois ? Alors j'ai une question par rapport à ça. Marion Kaplan, ministre de la Santé, ah oui, alors là... quelles sont les 3 mesures que tu prends pour améliorer la santé des Français ? Alors déjà, pour moi, la France qui est un pays de terroirs. On a des terroirs méditerranéens, bretons, Gers, alsaciens, etc. Avec ces terroirs, on a des légumes, des fruits différents, des élevages différents. On n'est pas obligé de faire de l'élevage intensif. Si on mangeait moins, il n'y aurait pas besoin de faire de l'intensif comme ça. Surtout que maintenant, avec le commerce international, les dés sont pipés. Avec l'Europe, c'est pipé parce qu'on nous fait venir des oignons de je ne sais pas où, même de Nouvelle-Zélande, parce qu'ils sont moins chers que nous, les oignons qu'on fait. Enfin, c'est lamentable. Donc déjà, tout bio. Tout bio. Ouais. La France devient un pays biologique. D'ailleurs, Pierre Rabhi, Raphaël Colici, Philippe Desbrosses, tous ces gens-là devraient avoir les prix Nobel de remettre la permaculture, de remettre enrichir nos sols, donc les mettre en jachère à un moment donné, de remettre du compost. On ne sait pas quoi faire de tous nos... pas les détritus humains, mais avant, on épandait les fosses septiques dans les champs. Parce que tout ça, ça nourrit le microbiote de la terre. C'est pas le caca, pipi, tout ça. C'était bien parce qu'on ne prenait pas des antibiotiques, il n'y avait pas les PFAS, les nanoparticules. C'est dramatique ce qu'on a fait dans l'environnement. Donc déjà, je remets la terre en faisant des turnovers parce qu'il faut bien manger. Les élevages, je les mets tous dehors. Les poules, allez hop, dehors les filles. Et on leur donne tous nos déchets. Les poules, moi j'ai eu un poulailler. Et d'ailleurs, j'avais pris des poules non hybridées, donc justement exprès, elles faisaient moins d'œufs que les autres, mais alors, je ne te dis pas les œufs. Les qualités étaient... Et elles bouffent tout. Bien sûr. Elles mangent tous les poules. Ouais, on n'a plus besoin d'autant de camions-citernes pour vos poubelles. Vous prenez tout dans votre compost, vous le balancez dans le poulailler et encore vous les laissez sortir. Vous mettez un rayon laser pour pas que les renards puissent rentrer. Ça existe maintenant, on n'a même pas besoin de mettre de barrière. Tu mets un rayon laser autour de ton champ qui va les empêcher de rentrer. C'est quand même génial. Donc les poules, elles sont là en liberté, les chèvres, les vaches, les cochons. Le cochon, ça fait des millénaires qu'on élève le cochon. Si tu le laisses en liberté, il n'y a que les grandes filières qui y ont droit. Les autres, ils sont en cage. C'est monstrueux ce qu'on fait à nos animaux. Donc, moi, alors là, ministre de la Santé, je dis, écoutez les mecs, il va y avoir un moment où on va manger un peu moins. On va aller tous au jeûne séquentiel. Je peux te dire que tout le monde se met au jeûne séquentiel, ça fait à mon avis des milliards de tonnes de bouffe en moins. Quand tu multiplies par 70 millions d'habitants. Je te jure, promis, c'est comme quand on nous fait rattraper une journée, ça fait je ne sais plus combien de milliards. Donc au niveau de la bouffe, ça va être pareil. Et justement, alors pour rebondir sur les poules, et avant qu'on change de sujet, parce que ta troisième, ça, on n'a pas encore entendu ton troisième amendement. Il y avait cette commune en Belgique qui a justement pris cette initiative de dire aux gens, on va réduire les déchets. Et donc ils ont sponsorisé 3 poules
par foyer dans la commune. Génial. Et donc du coup, les gens, ils donnaient leurs déchets verts aux poules, donc ils ont réduit les déchets verts. Ça a marché ou pas? Ça a plus que marché. Voilà. Ça a cartonné. Il y a plein de gens qui ont des jardins. Ouais. Et je vous jure, si vous avez un jardin, ça prend pas de place, ça sent pas mauvais, contrairement à ce qu'on croit. Vous leur mettez une petite maison en bois que vous pouvez fabriquer vous-même, vous mettez de la paille là-dedans, et une fois par semaine, vous enlevez un peu le caca. Elles vont toujours pondre au même endroit. Et bien sûr de l'eau propre tout le temps. Donc, il y a des réservoirs à eau, machin. Moi, je connais très bien les poules, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème de cholestérol avec les œufs? Mais les œufs, vous pouvez en manger 10 par jour si vous voulez. Ils ont fait plein d'études là-dessus. C'est bourré de choline, c'est bourré d'acide gras DHA, c'est bourré de zinc, de fer. Il y a tellement de nutriments dans un œuf que on a diabolisé les graisses dans les années 70. Ça, c'est Ansel Keys qui avait des conflits d'intérêts avec l'industrie agroalimentaire, qui a édicté qu'il fallait manger, 300 grammes de glucides par jour. Comme ça, il nous vendait les céréales au petit déjeuner, le sucre, tous ces trucs-là, les boissons sucrées. Tout ça, ça doit être interdit. Les boissons sucrées, franchement, prenez de l'eau citronnée, mais prenez vos fruits, non pas en jus, mais en fruits tout seuls. Pas les fruits en jus. Parce que ça va directement dans votre foie. C'est votre fructose et ça vous fait du foie gras. Là, ils sont en train de le voir. Donc voilà, il y a tout ça à remettre, mais l'industrie agroalimentaire, comme l'industrie pharmaceutique, est tellement puissante. Ils ne vont pas écouter une petite nana comme moi qui pourrait avoir des solutions. Ça remettrait beaucoup de gens. Redevenons paysans, comme disait Philippe Desbrosses dans un de ses bouquins. Remettons, il y a du chômage. Attends, on va refaire des micro-fermes. On va reprendre le foin, on va le sécher, on va remettre des étables, on va refaire des micro-fermes. La France est un pays avec des montagnes, avec des rivières, on a tout bétonné. On a fait des champs de céréales, mais on n'est pas fait pour ça. L'Amérique est fait pour ça, qu'ils fassent leurs céréales, mais pas nous. En Russie, on peut le faire en Ukraine, mais pas nous. On est un petit pays, avec il faut remettre les bosquets, il faut remettre tout ça, il n'y aura plus d'inondations comme on a eu récemment. Il n'y aura pas d'inondation. Il faut remettre les cours d'eau comme ils allaient, remettre une terre bien ensemencée avec toutes les feuilles, avec tous les composts, qui va devenir un sol riche, avec des champignons. Le champignon, c'est le mycélium. C'est l'internet de la forêt. C'est lui qui peut sexuer les arbres et qui peut faire des belles forêts. On a des forêts qui sont en train de mourir. Je ne sais pas si tu connais Gilles Boeuf, il était à notre congrès là, qui a eu lieu là au mois de mai, fin mai. C'est un biologiste, anthropologue des mers, président du Muséum d'histoire naturelle, océanographe. Et il dit, mais nos forêts se meurent. Et après, c'est des incendies. Une forêt riche, elle ne brûle pas. Les pins qui ont envahi le sud de la France, où j'habite, c'est des dorifores. Avant, il y avait des chênes lièges, il y avait des beaux arbres. C'est des dorifores, c'est vraiment des parasites, les pins. C'est pour ça que les forêts brûlent. Parce que ça flambe et ça ne garde pas l'humidité. Et ça acidifie tous les sols. Il n'y a pas de champignons en dessous des pins, je ne sais pas si tu as remarqué. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Oui, mais ils acidifient les sols, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Ils acidifient le sol justement par l'action du champignon. C'est-à-dire qu'en fait, les aiguilles sont très riches en phénol. Les phénols, en fait, préviennent l'activité des bactéries qui minéralisent normalement l'humus et qui donnent la fertilité au sol. Et comme les bactéries ne peuvent pas minéraliser cette matière organique, c'est le champignon qui prend le relais. Et c'est notamment des champignons qu'on appelle ectomycorhiziens, qui eux ont la capacité de sécréter des acides organiques, comme de l'acide oxalique justement, et qui vont en parallèle, faire fondre la roche pour tirer les minéraux, pour les envoyer à la plante. Et en fait, c'est l'action du champignon qui va surtout acidifier le sol. Et puis après, globalement, la matière organique aussi, elle a tendance à réduire un peu le pH du sol. Mais il faut dire qu'un pH neutre pour un sol, le pH idéal pour un sol, c'est 6,5. Donc c'est déjà un tout petit peu sur le pan acide, en fait. Mais l'acide oxalique est un bon nutriment pour les plantes pour se protéger des parasites. Absolument. Mais pour nous, c'est un toxique. Et c'est d'ailleurs, j'en profite, ça fait un peu la pub, mais nos miels, ils sont pas bio, mais on utilise les mêmes normes que que l'agriculture biologique. Et notamment, en fait, il y a un pesticide qu'on utilise pour traiter la mite varroa dans les ruches, qui s'appelle l'amitrase.
Et en fait, en bio, on peut substituer ça par de l'acide oxalique. On va traiter la ruche par l'acide oxalique. Et nous, c'est ce qu'on fait. L'acide oxalique est un protecteur pour la plante. Mais ton champignon, il en contient très peu, normalement. Ah non, le champignon n'en contient pas. En fait, il le sécrète dans le milieu extérieur pour faire fondre la roche et pouvoir puiser le calcium, le magnésium, tout ce dont la plante va avoir besoin pour se développer. C'est ça. Donc, ce qui protège une espèce, comme les végétaux, ne protège pas forcément nous, les humains. Ah, bien sûr. Et c'est là où il faut qu'on soit intelligent et mesuré. Tout à fait. C'est la voie de l'équilibre. La voie de la sagesse. Si tu aimes le café et que tu t'intéresses à la santé, j'ai un produit parfait pour toi. Ceci, c'est une petite tablette de café qui contient l'intégralité de la cerise de café. Avec ça, on ne produit pas de déchets, on paye mieux les caféiculteurs, mais surtout la bête de café, elle contient énormément d'antioxydants et du mucilage, qui est une bonne fibre pour ton microbiote. Avec ce café-là, fini les palpitations, fini la tachycardie et en plus, c'est produit en agroécologie. Donc on vient planter des arbres et régénérer la biodiversité. Et surtout, en ce moment, c'est disponible sur Ulule. On fait une campagne de financement participatif et les produits seront livrés avant Noël. Donc si tu connais quelqu'un qui adore le café ou que tu es toi-même un adepte de café, n'hésite pas à nous soutenir. Le lien, il est dans la bio. Écoute Marion, on va pas faire une interview trop longue, mais je vais te proposer quelques phrases et tu vas me dire ce que tu en penses avec des réponses courtes. Et, ah oui, là tu vas me prendre… Ça va être difficile. Nous n'avons pas préparé, je le dis. Et puis ensuite, ce que je te propose, c'est que je vais te donner pareil, des affirmations. Et l'idée, ça va être de me dire oui, non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. D'accord. Ok. Pourquoi mon alimentation saine ne me fait-elle pas perdre du poids? Ta résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, et maintenant, on le sait… Qu'est-ce que c'est que la résistance à l'insuline? Alors, la résistance à l'insuline, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que notre alimentation est trop riche en glucides. Céréales, pommes de terre, tubercules, fruits, etc., gougos. Et donc, notre corps paléolithique n'est pas fait pour ça. Et donc, année après année, il y a une résistance à l'insuline qui s'installe. Donc, nos cellules ne sont plus aussi sensibles à l'insuline. C'est-à-dire qu'elle ferme la porte, elle dit ouais, ton sucre, j'en veux pas. Voilà. Donc, l'hormone insuline du pancréas, elle dit mais si, rentre. Elle fabrique de plus en plus d'insuline. Et la cellule a dit j'en veux pas. Donc, une fois que tes cellules graisseuses, bon, tu prends du poids, mais aussi tu prends une graisse à l'intérieur de ton organisme qui fait que tu as les ventres à bière, tu vois. Ouais. C'est de la graisse viscérale qui s'installe. Et cette résistance à l'insuline est à l'origine d'infertilité, de syndrome d'ovaires polykystiques, de maladies cardiovasculaires, bien sûr digestives, de foie gras, d'obésité, de diabète. T'imagines un peu toutes les maladies? Oui, bien sûr. Voilà, donc la résistance à l'insuline, c'est l'antichamp de 90% des maladies modernes. Donc la nutrition saine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Kinkatsu. Le régime méditerranéen, Kinkatsu ça veut rien japonais. dire. Kinkatsu japonais, on prend soin de notre microbiote. Voilà, mais c'est clair, toute maladie commence dans l'intestin et c'est Hippocrate qui l'a dit. Et il a raison, il a toujours raison 2500 ans après. En fait, au Japon, on a l'impression comme ça, mais on mange pas tant de végétaux parce que, par exemple, le petit déjeuner traditionnel japonais, ça va être du riz, qui est donc blanchi, donc sans les antinutriments. Il n'y a pas d'oxalate. Oui. Voilà. On va avoir par exemple un morceau de saumon, une protéine. Parfait. Et puis on va avoir un peu de tsukemono, qui sont donc des lactofermentés. Parfait. On a un petit peu de légumes, mais c'est du légume qui est lactofermenté. C'est génial ça. Et donc voilà, à peu près c'est ça. La lactofermentation va neutraliser beaucoup d'antinutriments et va permettre de développer des bactéries qui nourrissent ton microbiote. C'est parfait. Et tu vas ajuster ton riz en fonction de tes dépenses. Génial. Tu vois, ils ont tout compris. Voilà. Et on peut mettre un peu de natto sur le riz. Le natto, il faut aimer ça, mais bon. Je dois dire que l'aspect est absolument redoutable pour nous occidentaux. Ouais. Mais bon, il y en a qui en mangent. Hein. Ben, moi, j'en mange, tu vois. C'est une espèce de goût fromager. Oh. Bon, il faut s'habituer, je pense. Faut s'habituer. Écoute, pour la petite anecdote, j'avais un partenaire de chambre au Japon. C'était la première fois qu'il venait au Japon. C'est Robin qui est belge. Et je lui dis, attends, tu ne sais pas si tu es japonais si tu n'as pas goûté le natto. Il a goûté le natto. On faisait du sport ensemble. C'est quelqu'un qui fait vraiment très attention à son hygiène de vie. Et à la fin de notre séjour de 1 an, il me regarde et me dit, Guillaume, tu vas pas me croire, mais à ton avis, qu'est-ce qui va me manquer le plus du Japon? Je lui dis, c'est le natto. Il me fait, ouais. Oui, parce que ça nourrit ton microbiote. Ouais. C'est génial.
Ça, pour avoir la paix du ventre, le natto, c'est génial. Heureusement, il y en a qui en font ça en gélule et est quand même actif. Oui, en nattokinase, ce genre de choses. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le goût umami, qui est souvent associé à la fermentation, en fait, c'est un goût qu'on doit aussi éduquer sous la plupart des cas. C'est vrai. Donc le vin, le fromage, même le café en réalité, parce que c'est un produit fermenté, le café. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui s'éduque. Et souvent, on n'est pas réceptif du premier coup. C'est vrai. Il y a l'aspect visuel du natto qui est un peu compliqué, je trouve. On a l'impression de manger... Tu as déjà vu vermicelle? C'est du mucilage en fait, c'est la même fibre qu'autour des graines de chia ou de lin. Il faut vraiment passer outre plein de choses pour nous occidentaux. Je sais que c'est clivant. J'ai essayé et je suis pas passée dans la zone umami où je me suis dit allez, je vais éduquer mon palais. Ok, très bien. Les glucides sont-ils mauvais pour la santé? Ah ouais. Tu sais, alors là, parce que si tu ouvres une boîte de Pandore là. Oui, donc il faut développer un petit peu. Donc je t'en prie, développe. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais comme je le disais, l'homme paléolithique, les glucides, il n'en avait pas beaucoup. Il avait du miel quand il tombait sur du miel. Il avait les fruits à une saison, en fonction du lieu où il est. Hein. Dans des lieux où il n'y en avait pas. Hein. Les Inuits, les fruits, un cache qu'il n'y en a pas. Hein. Bien sûr. Donc, ce qui est extraordinaire avec l'être humain, c'est qu'il est adaptable. Et justement, son adaptabilité est due à cette capacité de passer d'une filière glucide à une filière lipide. Les protéines, elles sont au centre. Lipides, c'est donc les graisses. Les graisses. Les protéines, elles sont au centre. Nous devons manger des protéines. Donc les champignons sont riches en protéines, ça c'est génial. Protéines, c'est le deuxième constituant le plus abondant du corps après l'eau. Ça peut être une filière énergétique, mais c'est seulement si j'ai pas mes lipides ou mes glucides. D'accord ? Donc les protéines, si tu en manges trop, ça devient des glucides. Tu vois ce que je veux dire ? Néoglucogénèse par le foie. Bien. Donc ces protéines, il m'en faut en fonction de mon poids, de ma taille, etc. Vous lirez nos bouquins parce que là, ça serait tout un cours. Donc je les mets au centre. Elles sont capables quand même de faire du sucre si tu en manges trop. Hein. Donc quand je n'ai plus de glucides, j'ai plus de fruits, c'est l'hiver, il n'y a rien qui pousse, j'arrive à trouver des champignons. Donc j'ai mes protéines. Et je reviens de la chasse, il n'y a rien, donc je jeûne. Et j'ai chassé, formidable, je vais manger d'abord les viscères, parce que les viscères sont très riches en tous les minéraux biologiquement actifs. Donc tu as du fer, tu as du zinc, tu as de la vitamine A, tu as même un peu de vitamine D, tu as de l'iode, tu as tout dans le foie, dans le cœur. D'ailleurs, tous les animaux, je ne sais pas si tu as remarqué, ils mangent d'abord les viscères. Ouais, et puis le foie, c'est la récompense de celui qui a chassé la bête. Donc ils mangent les viscères, la thyroïde, tout ça, parce que c'est des éléments qu'on n'a plus l'habitude, les tripiers, ça n'existe plus en France. Alors que c'est eux qui te donnent les aliments les moins chers et les plus riches en nutriments. C'est ça, donc dingue, hein. On déconstruit aussi un mythe de manger bien, ça coûte cher. Parce que les abats, ça coûte pas cher. Ah ça, le cœur, c'est pas cher. Hein. Ça coûte pas cher. Moi, en Dordogne, j'arrive à avoir du foie pour 4 € le kilo. C'est ça. Et du cœur pour 3 € le kilo. Voilà. Parce que sinon, c'est jeté en fait. Et sinon, moi, tu connais Feroz Food, David Nicolas. Oui, je connais. Lui, mais il devrait venir te voir d'ailleurs parce que il va mettre, comme il a des gens qui ont des estampilles bio, lui, il met l'estampille féroce. Et pour lui, féroce, c'est la sécurité que l'élevage est à l'herbage, fini à l'herbage, parce qu'il y a des élevages à l'herbage qui sont finis au tourteau. Bien sûr, non vaccinés, parce qu'aujourd'hui, ils vont nous foutre n'importe quoi, sans antibiotiques. Et donc, il a mis au point un steak haché dans lequel il y a tous ces viscères, il y a le foie, du cœur, machin, qui donnent tes minéraux qu'il faut. Et il a fait un steak haché, c'est livré congelé, et chez toi, moi je recommande régulièrement, il faut être là le jour où il te livre, hein. Tu mets au congélo, et puis ce qu'il y a de bien, c'est que tu as toujours un steak que tu peux sortir, tu en manges 2 fois par semaine, déjà tu as ton quota. Et tu fais des économies en complément alimentaire, tu vois. Tu prends ton miel de façon médicinale, je suppose en le laissant fondre sous la bouche, parce que le côté médicinal est beaucoup plus fort avec toute l'activité enzymatique de la bouche, le microbiote buccal. Les glucides, franchement, ça devrait être épisodique. Ça n'est pas la base de l'alimentation, contrairement à ce qu'on nous fait croire depuis 70 ans. D'accord. Les fruits, tu peux en manger l'été et à l'automne. Mais après, il n'y en a plus. Sauf qu'on les conserve maintenant avec plein de produits chimiques, plein de gaz et de machins, ce qui fait qu'on ne sait plus quelle est la saison des fruits. Alors, par exemple, au Japon, qui était un pays très pauvre avant l'industrialisation,
l'arbre à sucre pour les Japonais, c'était le kaki. Et donc en fait, le kaki, ils le séchaient, ils retirent donc la peau, ils l'ébouillantent quelques minutes, et ensuite on l'étendait à l'automne pour qu'il sèche. Et ensuite, donc le kaki, c'était le sucre qu'on pouvait utiliser toute l'année, mais du coup, c'était un sucre naturel avec toutes les vitamines, les fibres, etc. qui vont avec. D'ailleurs, au Japon, quand tu vas dans un restaurant japonais, il n'y a pas de dessert. C'est pour les Européens, les desserts, ça n'existe pas. Hein. Absolument. Il n'y a pas de sucre. Non. Donc quand c'est fait comme ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça devient un bon aliment qui te donne juste ce dont tu as besoin, tu vois. Mais nous, même en Chine, il n'y avait pas de dessert. Ils ont inventé les desserts. Maintenant, les Chinois, ils mangent des produits laitiers de mauvaise qualité, ils mangent des aliments ultra transformés. Et ce que je ne savais pas, c'est avant les États-Unis, c'est le premier pays à être touché par le diabète et l'obésité. C'est les Chinois d'abord. Leur métabolisme n'est pas fait pour ça. Ouais. Ils devraient rester comme les Japonais. Et alors, pour revenir sur le sujet de la viande, Hong Kong, c'est aujourd'hui le pays qui a la plus forte longévité. C'est aussi le pays qui a la plus forte consommation de viande par capita. Et oui, on a diabolisé la viande et je peux vous dire, vous achetez une viande de qualité, forcément élevée à l'herbe. Moi, je parle de Feroz Food, mais il y en a plein d'autres. Il y a Bernard Hinard, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne connais pas. Bon, vous allez sur Internet, vous tapez élevage fini à l'herbe, etc. Hinard, H-I-N-A-R-D. Ils vendent des caissons comme ça, sous vide. Tu commandes ton pack où il y a plein de morceaux différents. Et sinon, il faut connaître des bouchers qui ont des bonnes filières comme ça. Mais la viande est notre carburant numéro 1. Tu as toutes les protéines, tu as de la leucine qui va nourrir tes muscles, qui va nourrir ton cerveau, qui va nourrir toutes tes enzymes, etc. Et on l'a diabolisé. On veut faire de nous des végétariens complètement fatigués, qui allons perdre nos fonctions au fur et à mesure du temps. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. On veut nous empêcher de manger des œufs, de la viande. Maintenant, le poisson est bourré de métaux lourds et de microplastiques. Attends, on mange quoi? Donc, moi, je vous dis, des viandes à l'herbage, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'un poisson qui a été raclé au fond un thon bourré de mercure. Tu vois. Quid des produits laitiers? Alors, avant, j'étais contre. J'étais contre, j'ai pas mangé de produits laitiers pendant 10 ans. Ouais, moi, à peu près pareil. Et puis, depuis que j'ai descendu mes glucides, mais je vous dis, ça dépend de votre âge, je ne vais pas recommencer. Je suis pour les produits laitiers fermentés, caséine A2, c'est-à-dire encore des élevages à l'herbage, type Bernard Gabory. Je lui fais encore de la pub et j'achète comme vous en Biocoop et compagnie. Il me donne même pas une plaquette de beurre, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Mais les vaches jerseyaises qui sont élevées à l'herbage, elles ont une caséine comme la chèvre et la brebis. On appelle ça la caséine A2, qui n'est pas pro-inflammatoire. Et la crème et le beurre de Bernard Gabory est riche en vitamine A, mais aussi en oméga 3. Parce que l'herbe est transformée par tous les estomacs de la vache en oméga 3. Mais c'est extraordinaire. Et plus vous achetez ces beurres, moi je les achète au printemps, en ce moment, et je les mets au congélateur. D'accord. Parce qu'elles sont plus riches en vitamine A et en oméga 3 que l'hiver. D'accord. Et l'hiver, je peux vous dire, pour avoir visité sa ferme, que tout le foin, parce qu'ils ont plein d'hectares où ils font leur propre foin, bio bien sûr, et ils le font sécher, ils ont des ventilateurs pour faire sécher, pour pas qu'il y ait des mycotoxines, des aflatoxines, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des élevages, on peut y aller tranquille, tu vois. En revanche, la caséine A1 des vaches Holstein, des vaches noires et blancs, qui elles sont, c'est des élevages intensifs, nourris au tourteau, c'est laitage, ils sont pas bons. Et moi d'ailleurs, tu sais, j'ai un curseur. J'ai plus de sinusite, mais si je remangeais comme avant, ma sinusite elle recommence. Oui, bien sûr. Et quand un produit laitier est pas bon, j'ai une narine qui se bouche. Mais dans les minutes qui suivent, comme si ça déclenchait mon histamine, ça déclenchait mes réactions inflammatoires. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai recommencé à prendre des produits laitiers parce qu'en Dordogne, j'ai une ferme avec 30 vaches. C'est génial. Une famille. Ils ont une variété, une race de vaches savoyardes. Super, ils font tous les produits laitiers, les crus, à l'herbage. C'est le champ juste à côté de ma maison. Donc en plus, c'est les végétaux qui ont réagi à l'environnement dans lequel je vis moi. Donc il y a tout ce qu'il faut ça, pour que génial. moi Et tu vois bien que tu t'en portes bien. Parce qu'on a besoin de calcium.
et à ne plus du tout manger de produits laitiers. Soit vous mangez des sardines avec les arêtes, soit vous faites beaucoup de bouillon d'os pour avoir ce calcium, sinon c'est compliqué. Hein. Dans le végétal, le calcium ne veut pas que tu le manges. Il est combiné avec les oxalates et tu ne l'assimiles pas. Alors que dans le produit laitier, ok, il y a des phosphates, machin, mais et puis il y a des intolérants au lactose. Eh ben, prenez de la lactase en complément alimentaire en même temps. Ou si c'est fermenté, il n'y a plus de lactose. Mais absolument. Plus c'est fermenté, plus c'est type comté, parmesan, tous ces fromages-là, ils n'ont plus de lactose. Il a été métabolisé par les bactéries. Digéré, ouais. Est-ce que trop de protéines dans l'alimentation peut endommager mes reins? Alors, c'est pour ça que je disais, tu as la filière gras corsétonique et la filière sucre, glucides. Et la filière protéine, elle est pour bâtir ton corps. Mais si tu en prends trop, il y aura de l'acide urique, il y aura des éléments toxiques. Et surtout, si en plus, à côté, tu manges beaucoup de glucides, là, ça devient un produit en trop. Donc, mange ta quantité de protéines, mais fais gaffe aux glucides que tu vas accompagner. À ce moment-là, tes reins, si tu ne te bourres pas d'acide oxalique et d'oxalate, qui sont contenus dans certains aliments, il y en a qui sont très riches, tu les évites. Et sinon, si tu as un bon microbiote qui contient les bonnes bactéries, parce qu'il y a certaines bactéries qui bloquent les oxalates, Oxalobacter firminogenes, eh ben, tu n'as pas de problème si tu ne dépasses pas un quota. C'est comme tout, hein. C'est la dose qui va faire le poison. Ouais. Donc, si tu te bourres d'épinards, par exemple, qui sont hyper riches en oxalates, ta dose, normalement, c'est entre 80 et 150 mg par jour. Là, tu es à 700 mg avec 5 feuilles. Ça fait beaucoup, quand même. Si tu te bourres d'amandes, ça ne le fait pas non plus. Est-ce que tu manges du chocolat? Parce que le chocolat, c'est riche en oxalates. Le chocolat cru à éviter complètement, parce que alors, lui, il est hyper riche en oxalates. Quand il est cuit, parce que tu sais que le chocolat est fermenté. Il est fermenté. Déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il est cuit. Donc, avec des températures basses, etc. Si tu fais ce que j'ai dit dans mes lives, un dôme de citrate, et je suis en train de mettre au point une stratégie pour faire un dôme de citrate, donc ça sortira peut-être à la rentrée l'année prochaine. D'accord. Parce que moi, j'aime le chocolat. J'ai envie de continuer à en manger. Je reviens de Colombie. Mais j'en mange quand même un petit carré. Mais j'en prends un, tu vois. Mais j'ai pris du citron pressé, j'ai pris des citrates et tout ça. Et là, ça va. D'accord. Tu vois. Donc, il y a des trucs à faire. Ça, vous me suivez. J'ai fait un live YouTube là-dessus, sur les oxalates. J'en ai fait déjà 2 sur ce sujet. Je vais en faire un 3e pour montrer qu'on peut, de façon thérapeutique, les bloquer ou en tout cas mieux les gérer. Parce que c'est important de comprendre que, voilà, ce qui a été un drame dans les oxalates, c'est les jus verts. Les gens se sont bourrés de jus d'épinards, avec tout ce qu'il ne faut pas. Et ils se sont retrouvés avec des cystites, avec des problèmes rénaux. Donc pour le rein, c'est surtout ça. Donc plus, la viande et plus des glucides, là tu as le trio gagnant pour avoir des problèmes rénaux et compagnie. Ouais. Moi, vis-à-vis des oxalates, je mets en garde par rapport à un champignon qui s'appelle le chaga, qui a été très très marketé, etc. Il est riche en oxalates, le chaga ? Il est très riche en oxalates. D'accord. Donc c'est un champignon qui n'est pas vraiment un champignon au sens conventionnel du terme. Il est considéré comme antioxydant, je crois, non ? Il est considéré comme très antioxydant, mais en fait, c'est plutôt des phénols, parce qu'en fait, il est constitué à 90% de bois. C'est un espèce de chancre qui pousse sur le bouleau. Et en fait, les gens en ont beaucoup abusé. Et d'ailleurs, on le retrouve encore beaucoup, le chaga, dans tout ce qui est boisson, substitut de café, etc. Parce que c'est marketé comme un excellent champignon. Mais 2 problèmes vis-à-vis du chaga. Déjà, il est très riche en oxalates. Et souvent, c'est pas traité, pas fermenté, etc. Donc, dans mon livre, par exemple, je propose une recette de kombucha avec du chaga. Parce que comme ça, au moins, il est fermenté. Et on a moins de problèmes avec les oxalates. Et 2e problème, c'est qu'en fait, c'est un champignon qu'on sait à moitié cultivé, c'est-à-dire que le taux de réussite est de 20%. Et même quand on a réussi à lancer le développement du chaga sur le bouleau, en fait, ça va prendre 25 ans à créer un champignon qui soit exploitable. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est un champignon qui est assez bon marché, mais en fait, c'est bon marché parce qu'on a encore une ressource naturelle qui est abondante, dans laquelle on tape abondamment pour fabriquer tous les produits. Donc, moi, je me refuse à utiliser ce champignon pour tous ces problématiques-là. D'accord. Et il y a le thé matcha aussi, qui est très riche en oxalates. Du coup, on nous vend de façon thérapeutique les polyphénols. Mais les polyphénols, il ne faut pas oublier que c'est ce qui protège la plante.
Et pour que certains polyphénols soient biologiquement absorbables, je peux te dire que c'est un autre domaine. Mais ça, j'en parle pas maintenant, c'est un autre livre qui va sortir. Je parle beaucoup de l'ergothionéine, qui est très abondant dans le foie, par exemple, parce que le foie capte l'ergothionéine, mais qui est en fait à l'origine créée par le champignon. Et en fait, tout l'écosystème s'abreuve à la fontaine de jouvence des champignons pour capter de l'ergothionéine. Et tous les organismes utilisent l'ergothionéine, y compris nous. Et l'ergothionéine agit en fait en couple avec le glutathion, qui est l'antioxydant principal. L'antioxydant généré par le foie numéro 1. Voilà. Et donc, les deux ont un rôle très important dans notre organisme. Je te propose qu'on termine avec quelques affirmations et que tu répondes en fait très simplement oui, non. Bon. Tu peux développer, mais un tout petit peu, Marion. Est-ce que le véganisme, c'est bon pour la santé? Non. Le végétarisme est un bon régime pour améliorer la santé? Ça dépend. Ça dépend de la base dans laquelle on part. Ça dépend de ta capacité de gérer les glucides et de ton apport protéique qui peut être appauvri. Donc, il faut avoir un apport protéique suffisant. Les produits carnés sont néfastes pour la santé? Non. On y a absolument répondu. La meilleure source de sucre, ce sont les fruits? Oui, à certaines périodes. Tout ce qui est issu de la chimie est nocif, tout ce qui est naturel est sain? Non, parce que ce qui est naturel peut être toxique. Regardez les amanites phalloïdes. Et tout ce qui est chimique est nocif? Ça dépend de la dose. Mais normalement, la chimie n'existe pas à l'état naturel, mais si c'est une chimie fabriquée par le vivant, elle peut être utilisée de façon thérapeutique. À certains moments, en petite dose, de façon ponctuelle. Oui, puis on a certaines molécules aussi qui ont été raffinées, qui ont été aussi solubilisées par la chimie pour le rendre justement plus métabolisable par notre Donc, organisme. ça dépend de la dose et toujours de façon ponctuelle, jamais de façon chronique. S'il y a un problème chronique, regardez votre alimentation et votre mode de vie. Bah écoute, c'est des super paroles pour terminer cette interview. Je te remercie beaucoup, Marion, pour ton temps. Et puis, j'espère que ça aura appris beaucoup de choses à nos auditeurs. Je crois. Et voilà, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Marion.